Portrait au revolver. Jacques Rigaud. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Céline Terce. Le feu de la Première Guerre. Anjou Rigaud. La mort à rebours. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Le beau dandy de Dada. Seigneur, ne vous fichez pas de moi. L'écriture comme une répudiée. Aidez-moi, j'aiderai le ciel. Le plaisir au désespoir. J'ai besoin de croire à mon inexistence pour continuer à vivre. Ni homme, ni Dieu. Plus d'image. Dilemme. De deux choses l'une. Ne pas parler, ne pas se taire. Suicide. Il y a un sang qui tourne et qui réclame une justification à son interminable circuit. Le suicide doit être une vocation. C'est bien commode, je ne cesse pas d'y penser. C'est trop commode, je ne me suis pas tué. Alors c'est tout droit, 200 mètres et sur la droite. La première fois que je suis venu ici, j'ai eu du mal à la trouver la tombe. C'était assez amusant. Jean-Luc Bitton. Parce qu'en fait, il faut compter, quand vous arrivez au cimetière Montmartre, le gardien vous donne l'endroit et il m'a dit, vous comptez 15 tombes à 200 mètres, etc. C'est très comme ça. Et bon, j'arrivais pas à la trouver la tombe, en fait. Et vous comprendrez pourquoi on n'arrive pas à la trouver, parce que le nom de Jacques Rigaud n'est pas écrit sur la tombe, mais à côté de la tombe, sur le côté de la tombe. Donc on ne le voit pas, en fait. La première fois que je suis venu au cimetière de Montmartre voir la tombe de Jacques Rigaud, elle était recouverte de fientes de corbeaux. Parce qu'en fait, c'est une tombe abandonnée. Alors les obsèques ont été payées par la famille, je pense. Il n'y a pas eu d'annonce dans la presse, donc de son suicide, parce qu'il s'est suicidé donc dans la maison de repos du docteur Le Savoureux à Châtenay-Malabry, dans la maison de Châteaubriand. Et il a été inhumé très rapidement, parce qu'il s'est suicidé le 6 novembre 1929, et l'inhumation ici a eu lieu le 9 novembre. Donc très très rapidement. Et d'après des témoins, la famille était un peu gênée quand même. Quelqu'un qui se suicide, c'est jamais très bien vu dans une famille, surtout une famille un peu petite bourgeoisie comme celle de Rigaud. Et il y avait peu de gens d'ailleurs à l'enterrement. Il y avait Drieux était là, puisqu'il écrit dans Adieu à Gonzague. Ah voilà la tombe de Jacques Rigaud. Donc avec les deux dates, 1898, 1929. Ne soyons pas trop sérieux avec la mort. Quelques faits divers. Poursuivant ces ravages, le syllogisme a fait hier 37 nouvelles victimes dans la seule ville de Paris. L'insomnie des arbres de nos boulevards durant depuis l'avènement des réverbères, 3 platanes, cédant à une juste colère, se sont laissés tomber hier sur des réverbères qu'ils ont écrasés. On a trouvé hier dans le jardin du Palais Royal le cadavre de Dada. On présumait un suicide, car le malheureux menaçait depuis sa naissance de mettre fin à ses jours, quand André Breton a fait des aveux complets. Cette ville oubliée, si triste. Cette drôle de clinique. Vous êtes guéri, Alain. Pourquoi restez-vous ici? Je m'y sens bien. Une vie de malade, c'est réglé, c'est simple. On est à l'abri. Je n'ai pas très envie de rentrer dans la vie. Et puis vous ne pouvez rien pour moi. Trop tard. Conduisez madame à Paris, à l'hôtel Raphaël, avenue Kléber. Alain!
sommes d'une génération qui avait vu la destruction totale d'une civilisation. Indiscutablement, nous n'avions plus confiance en personne. Philippe Soupeau, 1964. Vous comprenez, nous avions vu la guerre avec des gens comme Barrès, comme Bazin, comme Bourget, qui faisaient l'apologie de la guerre. Et nous avions vu cette atroce chose que nous avons vécue. Rigaud a été dans les tranchées, et nous avons vu ce que c'était que la mort. Comment explique-t-on le mouvement Dada? Simplement par cette négation totale. Et Rigaud, qui était un homme extrêmement sincère, a compris que la vie ne comptait plus. Je n'ai pas pris grand-chose au sérieux. Enfant, je tirais la langue aux pauvresses qui, dans la rue, abordaient ma mère pour lui demander l'aumône. Et je pinçais, en cachette, leurs marmots qui pleuraient de froid. Quand mon bon père, mourant, prétendit me confier ses derniers désirs et m'appela près de son lit, j'empoignai la servante en chantant « Tes parents, faut les balancer, tu verras comme on va s'aimer ». Pendant la guerre, j'ai jeté une grenade dans une cagnat où 2 camarades s'apprêtaient avant de partir en mission. Quel éclat de rire en voyant le visage de ma maîtresse, qui s'attendait à recevoir une caresse, s'épouvanter quand je l'ai eu frappé avec mon coup de poing américain et son corps s'abattre quelques pas plus loin. Ce soir, vous n'avez rien à craindre. J'ai la fantaisie d'être sérieux. Pour nous tous qui étions jeunes, mais qui étions de cette génération, la mort représentait une tentation. C'est-à-dire que nous avions vu, pendant 4 ans, des milliers de gens mourir tous les jours. Je vous ai dit que mon meilleur ami était mort à la guerre, mais presque la moitié de mes camarades du lycée Condorcet ont été tués. Et la mort, pour nous, était un fantôme habituel, si je puis m'exprimer ainsi. C'était une idée proche de nous. Hanté un peu par le suicide. Nous étions hantés par le suicide. Et vous avez écrit un livre. Moi, j'ai écrit un essai qui s'appelait « L'invitation au suicide ». Oui. Par conséquent, voyez-vous, Rigaud, pour lui, c'était une chose, si vous voulez, presque habituelle. Il y pensait assez souvent. Et lorsqu'il s'est trouvé dans une impasse que je ne veux pas définir, il n'a trouvé que cette solution. La première fois que je me suis tué, c'était pour embêter ma maîtresse. Cette vertueuse créature refusa brusquement de coucher avec moi. Je ne sais pas bien si je l'aimais. Je me suis tué pour l'embêter. Son refus m'avait exaspéré. Comment l'atteindre? Tant que je n'aurais pas surmonté le goût du plaisir, je serais sensible au vertige du suicide. Ça a l'air d'un cadavre. Tu n'as pas non plus un tas de jeunes filles. Ah, t'as les beaux yeux. Et ton américaine de cauchemar? New York? Oui. Nos amis sont extraordinaires. Ils s'imaginent que le temps les change. Alors ils s'agitent bêtement, ils font n'importe quoi. Des enfants, des affaires, des bouquins. Ou ils se tuent. La fête est finie. Ils parlent de sincérité, les salauds, mais ils se jettent dans leur basse besogne. Et toi? Moi? Abandonné, ruiné, entièrement ravagé, inaltérable. Je ne bouge pas. Si tu veux, tu peux rester ici. Merci. Je pars. Je suis venu te dire au revoir. Toi aussi. C'était le dandysme. Il avait un côté dandy, provoquant. C'est-à-dire que, par exemple, vis-à-vis de Breton et vis-à-vis d'autres gens, même vis-à-vis de moi, il se moquait de nous parce que nous écrivions. Mais lui écrivait. Parce que il avait beau dire qu'il détestait la littérature, mais tout le mouvement Dada détestait la littérature. Oui, c'est ça. Et que tout de même, il avait une influence considérable. Parce que dans Dada, il y avait un côté humour que représentait Rigaud, et percutant.
Et je dois dire que c'est cette influence qu'il a eue sur un homme comme Breton. Et je suis persuadé que Breton a écrit l'anthologie de l'humour noir en pensant à Rigaud. Penser est une besogne de pauvre, une misérable revanche. Quand je suis seul, je ne pense pas. Je ne pense que quand on m'y force, le petit examen à préparer, ce métier qu'il va falloir subir, tout effort salarié me mène à penser, c'est-à-dire à décider de me tuer. Ce qui revient au même. Il n'y a pas 36 façons de penser. Penser, c'est considérer la mort et prendre une décision. Autrement, je dors. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent Rigaud est surréaliste. En fait, non, il a été dadaïste, mais il n'a jamais participé au mouvement surréaliste. En revanche, on peut accepter la formule dans le sens, comme Breton l'a écrit, pour Jacques Vacher, il dit « Jacques Vacher est surréaliste en moi ». Et je pense que c'est la même chose pour Rigaud, en fait, quand les gens disent qu'il est surréaliste. C'est-à-dire qu'il est devenu surréaliste par les surréalistes qui l'ont récupéré, on va dire, qui l'ont mythifié. Comme un peu il y a le triptyque, donc il y a Jacques Vacher, il y a Jacques Rivaux et Arthur Cravant aussi. Les 3 suicidés de la société, comme l'avait, je crois que c'est Christian Bourgois quand il a dit ça, je crois. Rigaud faisait toujours des provocations. C'était un homme qui provoquait les gens, qui était en même temps un homme extraordinairement vivant. Il aimait la vie. Je peux vous dire une chose, il avait des grands succès féminins, ce qui lui tenait beaucoup à cœur, mais il avait aussi des grandes amitiés. Parce que Rigaud, dans la vie, avait une espèce d'impact extraordinaire. Il était non seulement séduisant, mais il était capable, et c'était pas facile, de tenir tête à un homme comme André Breton, qui était toujours persuadé qu'il retrouvait dans Rigaud un personnage qui l'avait absolument ébloui, qui était Jacques Vacher. Et je crois que c'est Rigaud qui a influencé les surréalistes pour donner un sens nouveau au jeu. Car Rigaud avait justement ce sens. C'était un joueur, il jouait au poker, il jouait aussi à la roulette. Et bien sûr, il avait ce sens terrible de la destinée. Promets-moi de venir bientôt à la maison. Notre vie est réglée. Tu pourras écrire. Viens t'installer demain. Dubourg, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ce soir, j'écrirai quelques pages sur mes Égyptiens. Et puis je ferai l'amour avec Fanny. Je descends dans son silence comme dans un puits. Et au fond de ce puits, il y a un énorme soleil qui chauffe la terre. Alain, j'aime la vie. Ce que j'aime en toi, c'est cette chose irremplaçable. La vie qui est en toi. Imprévoyante torpeur de la nuit, mes compagnons de la nuit, c'est près de vous que j'imagine une existence satisfaisante. Nous dormirons devant les villes fumantes, dans le sang des ports, au-dessus des déserts, nous dormirons sur les ventres de nos femmes, nous dormirons à la poursuite de la connaissance, armés de syllogismes, les chercheurs du sommeil. Imbécile. Toi-même, je dors. Il a participé de façon active au mouvement Dada. Il est présent dans toutes les plus grandes manifestations Dada. Il signe des manifestes Dada. Mais en même temps, il est important dans le sens qu'il c'est un démoralisateur du mouvement Dada. C'est-à-dire qu'il va aller plus loin que les dadaïstes. Par son caractère, il va les pousser dans leur dernier retranchement. Jusqu'à leur faire peur, d'ailleurs, avec ça, avec le suicide. Parce que bon, pour certains, c'est une pause philosophique, un peu le suicide des dadaïstes à l'époque, hein, ça faisait bien. Alors que lui, non, va les pousser dans leur dernier retranchement et va être presque un élément destructeur du mouvement Dada. Il participe, mais en même temps, il est assez lucide pour se rendre compte parfois du côté un peu, pas potache, mais du côté, c'est des petits bourgeois quand même, la plupart des dadaïstes. Hein, ils sont là et puis ils vont faire du petit commerce, après ils vont faire de l'art. D'ailleurs, Rigaud se fout de leur gueule, on va dire, en collectionnant des boîtes d'allumettes. Par exemple, il va commencer à collectionner les boîtes d'allumettes pour se moquer de ses amis dadaïstes et surréalistes qui font du commerce avec l'art. Bon.
qui font de l'argent également. Lui, il aurait fait moins d'argent, il aurait épousé une femme riche. Mais... La deuxième fois que je me suis tué, c'est par paresse. Pauvre, ayant pour tout travail une horreur anticipée, je me suis tué un jour, sans conviction, comme j'avais vécu. On ne me tient pas rigueur de cette mort quand on voit quelle mine florissante j'ai aujourd'hui. Philippe Soupeau, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés autour de ce micro, vous nous parliez de votre ami Jacques Rigaud. Et en ce moment, on associe beaucoup le nom de Jacques Rigaud au personnage du film de Louis Malle, Le Feu Follet. Je voudrais savoir ce qu'il y a pour vous de commun entre le personnage du film et le Jacques Rigaud que vous avez connu. Je crois que le film de Louis Malle est un excellent film et le roman de Drieux dont il est tiré est aussi un bon roman. Mais je dois dire que ça ne me rappelle absolument pas Jacques Rigaud. Jacques Rigaud était un personnage très différent. Et vous savez qu'il y a eu une première esquisse faite par Drieux de son roman Le Feu Follet, qui est une nouvelle qui est apparue dans la Nouvelle Revue Française, qui s'appelait La Valise Vide, et que Jacques Rigaud a lu. Et Jacques Rigaud a eu cette réaction, il a dit « on dit que c'est moi, mais c'est pas vrai du tout, c'est Drieux ». Et je suis tout à fait de l'avis de Jacques Rigaud. Au fond, Drieux a transposé son personnage dans le personnage de Jacques Rigaud en prenant des traits physiques ou des tics, mais en réalité, Le Feu Follet est beaucoup plus Drieux que Jacques Rigaud. Quand La Valise Vide est publiée le 1er août 1923 dans la Nouvelle Revue Française, c'est un événement littéraire. Tout le monde ne parle que de ça, enfin en tout cas dans le milieu. C'est le portrait d'un jeune homme de 22 ans, fin de siècle, qui est un peu une sorte de valise vide, comme il le dit dans le texte, c'est-à-dire qui ne se soucie de rien, à part les plaisirs de la vie, à part traîner dans les bars, fumer, être un dandy comme ça, nonchalant, qui ne s'intéresse en rien, ni à l'art, ni à la littérature, ni à la peinture, ni à la musique, et qui est une sorte comme ça d'électrons libres de Feu Follet. Et après, le titre est génial d'ailleurs, en 1930, il écrira Le Feu Follet, qui est un peu la suite de La Valise Vide. C'est la chute du personnage, en fait. Le Feu Follet, c'est les dernières 24 heures ou 48 heures, hein, c'est ça, de Gonzague, et qui dit au revoir à tous ses amis, et qui erre comme ça durant ces dernières 24 heures. C'est poignant, c'est touchant. Le film est très émouvant. Il y a ce noir et blanc, il y a ces gros plans sur les visages de René, et puis il y a vraiment une ambiance très anxiogène dans Le Feu Follet. Hein. À chaque fois, j'ai dû le voir 10 fois, mais chaque fois je le regarde, il y a cette scène terrible à la terrasse du Fleur quand on voit Maurice René qui se relève et puis qui sent qu'il étouffe, il fait beau, c'est l'été, mais il est mal, il étouffe et il défait son col, c'est très anxiogène. Et on ressent ça, Louis Malle a réussi ça, à faire, à transmettre cette anxiété aux spectateurs. Solange, tu es la vie. Écoute la vie. Je ne peux pas te toucher. C'est atroce. Tu es là devant moi. Et pas moyen. Pas moyen. Alors je vais essayer avec la mort. Je crois qu'elle se laissera mieux faire. Oui, c'est un homme un peu perdu, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'est plus un jeune homme et qui a vécu pendant très longtemps avec cette espèce de côté un peu grisant et un peu facile d'être un homme jeune et de ce qui autorise tout de même pas mal de faiblesse, pas mal de lâcheté et aussi Louis Malle. Enfin, je dis des vérités de la palisse, mais la jeunesse 1969. a un charme irrésistible que beaucoup de gens essayent de prolonger le plus tard possible. Quand il s'agit d'un homme intelligent et lucide et qui en plus est un écrivain qui essaye d'écrire, il vient toujours à un moment d'un examen de conscience
Et si vous voulez, ce moment coïncide pour mon personnage, enfin pour le personnage de Drieux plutôt, avec une cure de désintoxication, parce que le personnage, dans le roman, est un drogué. Moi, j'en ai fait un alcoolique pour des raisons justement d'éviter le folklore, si vous voulez. Je crois que l'alcoolisme est beaucoup plus un problème de 1963 que la drogue. Et par conséquent, il est dans une clinique de désintoxication et forcément, donc il se trouve vraiment aux prises avec lui-même. Et il s'agit au sens littéral même, puisque c'est finalement une des séquences les plus importantes du film. Il s'agit d'un homme qui se regarde dans la glace et qui se regarde sans tendresse. Et à partir de ce moment-là, il est amené par tout un enchaînement de faits et qui sont le sujet même du film. En particulier, il fait un retour à Paris et il retrouve un certain nombre de ses amis et il cherche auprès de ses amis des raisons de continuer, et il n'en trouve pas, puisque chacun de ses amis, d'une certaine façon, a un petit peu renoncé à beaucoup de choses de la jeunesse, à l'intégrité, à l'innocence, si vous voulez. Dans la mesure où ils se sont installés dans la vie, ils se sentent un peu salis, si vous voulez. Alors auprès de tous ces gens, finalement, il fait des visites. Ces gens se trouvent très mal à l'aise parce qu'ils sont un peu fascinés, parce que déjà le personnage porte la mort en lui. Enfin, et ça, j'espère qu'on le sent bien dans le film. Et puis finalement, au terme de cette espèce de quête, d'une part, il recommence à boire, mais ça c'est presque anecdotique si vous voulez. Il rentre dans la clinique, il se déshabille, il fait ses bagages, il met tout en ordre, il termine un livre qu'il était en train de lire, il prend un revolver et il se tue. Et le film se termine comme ça. Comme chacun, je m'abandonne à Sainte Imagination, émotion, réaction, où j'oublie totalement mon personnage. N'empêche que trop souvent, je suis amené par une espèce de faux pli à me rappeler qui je suis et à étudier mon spectacle. Je n'ai jamais perdu connaissance. Comme un homme qu'un sommeil indésirable gagne se cogne la tête, j'écris. Dans un accès de santé, ce matin, j'ai décidé d'écrire, et d'écrire un journal. Il ne s'agit pas, bien entendu, de journal de toutes les besognes la plus injustifiable, mais d'un effort suivi. J'ai peut-être une chance de retrouver plutôt un moyen de respirer, ou, pour mettre la raison du mauvais côté, de perdre cette qualité d'inertie. Et s'il faut, hygiène pour hygiène, j'irai jusqu'au quart d'heure de culture physique chaque matin. La semaine passée, j'ai eu pendant la nuit une crise de délirium très mince, récompense de 6 ou 7 années d'ivrognerie et d'une longue année de drogue. J'ai eu peur. Je me soigne par peur, j'écris par peur. Nouvelle lâcheté. Entretenir un courant d'air en permanence, écrire pour se débarrasser, répéter 3 fois les mêmes choses comme on gratte un dépôt. Plus de sacrifice de la barbe, devenir sale, tordre le torchon, saigner, déblayer. J'écris pour vomir. Dans son écriture, il travaille beaucoup sur l'inversion des choses, des mots. C'est pour ça que ça donne un ton un peu, on va dire, humoristique à ces textes. Le jour se lève, ça vous apprendra. Il n'y a rien à faire, vous pouvez compter sur moi, je m'en charge. Il joue avec les mots. Hein. Je pense que c'est vraiment un joueur avec les mots. Il était joueur d'ailleurs dans la vie, il jouait beaucoup au poker, au baccarat. Mais on sent qu'il y a une sorte de précision dans les mots quand même. Il a une petite notoriété quand même littéraire, parce qu'on a parlé de lui justement grâce à ses publications dans littérature, dans l'action. Il y a Edmond Jaloux, le critique Edmond Jaloux qui est enthousiaste. On sent qu'il y a quelque chose qui prend. Il a une notoriété. Et il joue avec cette notoriété d'ailleurs quand il part à New York. Mais c'est vrai qu'il publie la dernière publication, c'est dans la revue Little Review, la revue avant-gardiste américaine. Et après il part à New York et c'est fini. Il ne publiera plus jamais. Donc il y a un silence éditorial à partir de fin 1923. Et bizarrement, il continue à écrire. C'est ça ce qui est fou avec Rigaud, c'est qu'il continue à écrire tout en ne montrant pas ses textes et en n'étant pas publié. Donc ce qu'on retrouvera à sa mort, une valise remplie de manuscrits que ses amis publieront en 1934, quelques années après la mort de Rigaud. Il écrit ça, je crois, dans une lettre à Jacques-Émile Blanche. J'ai tout brûlé, j'ai brûlé mes lettres, j'ai brûlé mes textes, etc. Et en fait, ce qui était faux.
Décor femelle en maillot de bain nourri de cheveux, muqueuse flottante, nombril à répétition, sphincter mousseux par embouchoir d'amour, hoquet de disques de salive automatique, glaire à glaire, de grille, de poils, salé à fesse mineure, gomme à souvenir acidulé, tunnel à verse entre draps de citerne. Une petite dans l'obscurité d'un petit lit met au bout des dents un redoublement. Bip 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 bip. Ton petit sourire, ta petite peau, ta petite présence au creux de ma main. Ta petite fraîcheur. Jeune homme pauvre, médiocre, 21 ans, main propre, épouserait femme, 24 cylindres, santé, érotomane ou parlons l'anamite. Nous nous sommes déjà rencontrés. À Long Island, chez les Fairman. Comment va Dorothy? Pauvre Alain, comme vous êtes mal. Et toutes vos belles, Dorothy, Lydia, toutes les autres, elles sont ravissantes, elles vous adorent. Elles vous attendent. Elles aiment autant que moi l'amour. La chose bien faite. Je vous aime assez pour n'avoir rien à vous dire. Je vous entraînerai dans une solitude telle que la mort pourrait nous oublier. Personne n'a idée de ma faiblesse. Tout est la mort, tout est menace. Je n'ai à vous offrir qu'un sort épouvantable. Vous êtes la femme sans rivale. Je suis prêt à tout pourvu que je bénéficie de votre attention. Je serai sérieux comme le plaisir. J'ai 22 ans. Je n'ai pas eu un amour malheureux. Je n'ai pas la syphilis. Écrire Jacques Rigaud, 73 boulevard du Montparnasse, Paris, 6e. Il est très beau, hein, une physique un peu comme ça d'acteur roumain, comme on a dit. On a retrouvé des photos, encore récemment, de Man Ray, qui sont ressorties, des photos inédites de Rigaud. Il a un regard qui est brûlant, on sent qu'il brûle à l'intérieur de lui-même. Hein. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, on voit, il a un regard brûlant. Donc c'était quelqu'un qui adorait vivre, faire des farces, rire, et en même temps c'était quelqu'un de froid, de désabusé, de détaché, de désintéressé, mais qui était un bon vivant, qui adorait faire la fête. Quand il était à la clinique Man Ray, allait le chercher pour faire le mur par exemple, et il se sauvait de la clinique, ils allaient à Montmartre faire la fête jusqu'à l'aube. Donc c'était pas quelqu'un d'austère alors de froid, si, une certaine froideur, mais en même temps avec une chaleur humaine, quoi. C'est un personnage très paradoxal. Il ne se passe rien. Si, peut-être, quelquefois. Avec bonne foi, je me suis cogné la tête contre une colonne de la rue de Castiglione parce que la femme avec qui je me promenais s'était arrêtée trop souvent aux devantures de la rue de Rivoli. Pendant 2 mois, je n'ai pas su l'heure qu'il était grâce à l'opium, à l'absinthe, à la coco, et à la générosité d'une femme. Je ne me trouve pas en dehors de l'ennui. Ma chère, allons fumer dans la nuit. En fait, il a entendu le conseil de Breton. Breton dit ça à un moment à Huard, je crois, épouser des femmes riches, comme solution en fait. Hein. Et donc il suit le conseil de Breton et il le suit mot à mot puisqu'il va épouser une richissime américaine, Gladys Barber, avec laquelle il va se marier en 1926.
Il va se retrouver dans une Rolls-Royce, il va aller en voyage de noces à Miami, à Cuba, surtout dans une vie incroyable. Elle avait énormément d'argent, elle a été divorcée à Paris, elle était avec un riche, je crois que c'était un propriétaire de bateau, riche armateur, enfin bon, elle a récupéré beaucoup d'argent. Mais il le dit lui-même, il se retrouve au fond d'une Rolls, mais en même temps il ricane, quoi. Il dit ça va pas fonctionner longtemps. Donc il se sépare très vite de sa femme, je crois un an et demi après le mariage, il se sépare de sa femme, il se retrouve à New York seul, toujours en smoking, mais il crève de faim, quoi. Et je pense qu'il commence à prendre de l'héroïne à New York, à mon avis, en même temps qu'il est marié avec sa femme, qui elle panique, je pense, qui va lui bouffer le capital. Elle supporte plus ses frasques, en fait, hein. Ça va être une débâcle totale, puisqu'il va se retrouver seul 1 an et demi après son mariage, dans un quartier sordide de New York. Il l'écrit d'ailleurs dans des lettres, hein, où il a plus d'argent, il mange des bananes. C'est assez terrible, quand même. Et ses amis en Europe se bougent, parce qu'ils ont des mauvaises nouvelles, hein, de New York. Donc du coup, ils essayent de le sortir de la mouise. Et en fait, il n'y arrive pas, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, il plonge dans l'héroïne de façon dramatique, hein. Et on sent déjà dans les lettres qu'il envoie de New York, ça va mal finir, quoi. Mon secret. Je suis passé de l'autre côté du miroir. Le 20 juillet 1924, à Oyster Bay, dans la maison de Cecil Stewart, j'ai réalisé cet exploit surprenant. J'ai pris un léger élan et le front en avant, j'ai traversé la glace. Ce fut facile et magique. Une légère coupure au front, une blessure imperceptible et fatale. Le voici de l'autre côté. Je vous reconnais, vous êtes Lord Patchogue. Ou alors, vous êtes l'image de Lord Patchogue si vous n'êtes pas Lord Patchogue lui-même. Le merveilleux n'est pas rare. L'incrédulité est plus forte que les miracles. Lord Patchogue, le premier, était mal assuré d'avoir franchi le pas. La lâcheté, c'est toute la dignité de Lord Patchogue. Aucun de ceux qui s'empressaient autour de lui ne s'avisa de la surprenante disparition de leur ami. L'envers vaut l'endroit. Il fallait s'y attendre. Lord Patchogue se retourne. Un miroir est derrière lui et c'est encore Lord Patchogue qui se regarde. Chacun dit à l'autre, dans un effroi qui s'augmente à se contempler, « Je suis un homme qui cherche à ne pas mourir. » Et pour la seconde fois, Lord Patchogue s'élance à travers la glace. Fracas. Éclat de verre. Au front, la coupure saigne à nouveau. Lord Patchogue répète. « Je suis un homme qui cherche à ne pas mourir, et quand il traverse le 3e miroir au milieu d'un bruit maintenant familier, il sait qu'il rencontrera Lord Patchogue dont le front saignera davantage dans le 4e miroir et qui lui dira « Je suis un homme qui cherche à ne pas mourir. » Ce qui arrive, il le sait maintenant. Il ne pourra que casser du verre. L'œil qui regarde l'œil, qui regarde l'œil, L'homme qui cherche à ne pas mourir est lancé. À chaque pas, un nouveau miroir vole en éclats. Il marche, environné de fracas qui est douceur à l'oreille du condamné. À chaque miroir, il scande l'œil qui regarde l'œil, qui regarde l'œil, qui regarde l'œil, Je suis Lord Patchogue, l'homme qui criait son propre nom lorsqu'il faisait l'amour, comme pour en frapper son adversaire. Une seconde manière de jeter sa semence. Je suis Lord Patchogue. Je tiens à vous dire, monsieur. Je tiens à vous dire que pas plus que vous, je ne trouve drôle de se coucher sur une tombe. Quand il est si facile de l'ouvrir et de se coucher dedans. C'est tout. Je vous demande pardon, mais je ne m'enivre jamais. Et j'ai un parti pris contre les histoires d'ivrogne. Moi, je suis un pauvre ivrogne. L'alcool, c'est bête. Nous autres, les ivrognes, nous sommes les parents pauvres. Nous le savons.
En tout cas, nous nous effaçons très vite. Alain, tu es parti. Je ne suis pas parti, mais je vais partir. Je vais partir. Je suis en retard. L'erreur date de l'origine. Dieu créa l'homme à son image. Vrai premier miroir. Désormais, l'idée d'un homme sans miroir devient inintelligible. Il ne s'agit plus que de séduire ce partenaire qu'il n'est pas défendu d'appeler d'un nom différent, le voisin, le public, la postérité, la conscience, Dieu. Il ne s'agit plus que de plaire à son image. La vie serait cette seule passion. Les fous sont ceux qui ont perdu leur miroir. Supprimez les miroirs. Allô ? C'est Feu Jacques Rigaud. Il a tenté de créer quand même un personnage qui est récurrent, qui s'appelle Lord Patchogue, qui est une sorte de double, jusqu'à l'obsession, parce qu'il s'est envoyé du courrier à New York au nom de Lord Patchogue. Donc il y a des gens, moi j'ai lu des témoignages, qui disaient que parfois il était borderline, il était à la limite de l'expérience comme ça, du double. Il se prenait vraiment pour Lord Patchogue, jusqu'à se jeter dans une glace là, un mois de juillet en 24 chez un de ses amis à Long Island. À partir de ce moment-là, je pense que c'est un moment crucial, il devient Lord Patchogue, il passe à travers le miroir et il veut plus sortir du miroir. Ça, c'est fantastique, ça. Et je pense qu'à un moment, il bascule dans un autre univers. Il ne devient pas fou, mais il est quand même borderline, quoi. Alors Patchogue, c'est intéressant parce que quand je suis parti faire des recherches à New York sur Jacques Rigaud, je suis allé à Patchogue. C'est une petite ville sans intérêt de Long Island et très anxiogène. J'y suis resté 2-3 heures. Je suis même rentré dans un magasin d'une antiquité et le truc étonnant, encore une sorte de magie que le biographe peut rencontrer. Je suis rentré dans cette boutique d'antiquité à Patchogue et je regarde dans une boîte, il y avait un sachet en plastique et dans le sachet en plastique, il y avait une collection de boîtes d'allumettes. Et je suis reparti de Patchogue avec cette collection de boîtes d'allumettes très très vite, mais j'ai fui Patchogue. Il faisait très chaud, c'était une sorte de temps comme ça, oppressant, c'était l'été, l'humidité, des drapeaux américains qui flottaient dans la rue avec des ambiances sonores, il y avait des haut-parleurs qui envoyaient de la musique sirupeuse. Patchogue, c'est une ville impressionnante. Et on ne sait pas d'ailleurs si vraiment il a été à Patchogue, hein. Il le dit d'ailleurs à un moment... Est-ce que Jacques Rigaud vit à Lord Patchogue ou pas? Il laisse planer le mystère. On a retrouvé des coupures de presse, de faits divers qui sont passés à Patchogue, mais on ne sait pas s'il a vécu à Patchogue, Jacques Rigaud. Patchogue, en plus, c'est une ville de nulle part, sans intérêt. Donc du coup, c'est le seigneur de nulle part. C'est un peu ça, Lord Patchogue, hein. Et je pense qu'il jouait avec ça. La troisième fois, je vous fais grâce de mes autres suicides pourvu que vous consentiez à écouter encore celui-ci. Je venais de me coucher. J'allais chercher l'unique arme de la maison, un petit revolver qu'avait acheté un de mes grands-pères, chargé de balles également vieilles. Couchant nu dans mon lit, j'étais nu dans ma chambre. Il faisait froid. Je me hâtais de m'enfouir sous mes couvertures. J'avais armé le chien. Je sentis le froid de l'acier dans ma bouche. À ce moment, il est vraisemblable que je sentais mon cœur battre, ainsi que je le sentais battre en écoutant le sifflement d'un obus avant qu'il n'éclatât, comme en présence de l'irréparable pas encore consommé. J'ai pressé sur la gâchette. Le chien s'est abattu. Le coup n'était pas parti. J'ai alors posé mon arme sur une petite table. 10 minutes après, je dormais. Il va de moi que je ne songeais pas un instant à tirer une seconde balle. Ce qui importait, c'était d'avoir pris la décision de mourir et non que je mourusse. Allô ? C'est Feu Lord Patchogue. La désintoxication. Drôle de chose. Pourquoi faire semblant de se désintoxiquer, mon Dieu? Par gentillesse. Pour faire plaisir à quelques amis inquiets. Pour ne pas laisser toute cette pauvre humanité seule, dans son malheur. Tais-toi, Ursel. Tu t'es désintoxiqué parce que tu as eu peur. Peur de crever. Erreur. Nous, les poètes, nous n'avons pas besoin de la drogue pour nous jeter à la limite de la vie et de la mort. Ce qui m'a ramené à la drogue, justement,
C'est le goût du risque que nous avons dans le sang. Et où se trouve la mort? Où se trouve la folie dans tout ça? La drogue, c'est encore la vie? C'est embêtant, comme la vie. C'est un polytoxicomane, c'est-à-dire qu'il a tout essayé. Toutes les drogues en fait, de l'époque, il les a prises. Ça l'aide à anesthésier la douleur qu'il éprouve et le mal-être. Donc il continue, mais il prend vraiment des fortes doses. Hein. Quand il rentre en France, il continue. Puis là, il fréquente à la fin, il fréquente ses amis littéraires toxicomanes, comme Mireille Avait, par exemple, qui a aussi un destin tragique. Et il partage donc l'héroïne et la morphine avec Mireille Avait, avec d'autres. Pierre de Massot aussi, qui était aussi un toxicomane. Et il passe des journées enfermés dans des hôtels, dans des chambres d'hôtel. On sent qu'il y a une ambiance comme ça, très mortifère par la drogue. Et voilà. Son œuvre, une œuvre, encore des alibis. Mon pauvre ami, vous n'avez aucun sens de ces choses. Vous n'êtes que des formes vides. Quel mufle. Il est devenu impossible. Au fond, c'est un raté et un envieux. Ne dites pas de bêtises. C'est un très gentil garçon. Et il est très malheureux. Je n'aurais pas dû le laisser partir. N'ayez crainte. Il est très malheureux, mais il ne se tuera pas. Laissez le livre ouvert sur la table. Ne pas brûler une lettre, ne pas déchiqueter un papier. Surtout ne pas tirer sur la banque. S'il en était convenu, donnez un coup de téléphone, le dernier. Mais à l'heure décidée, mettre toute chose en état, prendre son chapeau, le par-dessus qu'indique la saison, sortir. Sortir comme on sort chaque jour. Disparaître. Se perdre. La rue, se perdre dans la rue. Un taxi, se perdre dans un taxi. Se perdre. Gagner une chambre. C'est là. Là. Désormais, s'attacher là. Et puis non pas s'installer, c'est encore du voyage, être installé. Attendre. Les jours, ils se ressemblent. C'est nécessaire. Ils se suivent. Attendre. Égard à votre téléphone. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? C'était quelqu'un qui écrivait en cachette, en catimini. C'est pour ça qu'il a été blessé, je pense, par Drieux. Quand Drieux est venu le voir à la clinique de Châtenay-Malabry, genre quelques mois avant sa mort, ou quelques semaines avant sa mort, et lui, il voit les papiers, les manuscrits de Jacques Rigaud sur la table de chevet, et Drieux lui dit « Mais n'insistez pas, vous ne pourrez jamais écrire. » C'est quand même quelque chose de violent. C'est-à-dire que Rigaud continuait à écrire, avait encore des velléités pas littéraires, parce qu'il crachait sur les littérateurs comme les dadaïstes, mais cette écriture était importante pour lui. Mais Drieux n'a jamais... J'ai retrouvé des lettres où il fait des post-scriptum, il parle de Rigaud. Où est Rigaud? Que devient mon ami Rigaud? Donc ça, c'est des lettres en 1926-27, donc il se voit plus trop. Rigaud était à New York, Drieux à Paris. Mais Drieux s'intéresse toujours à Rigaud. Et il sera d'ailleurs ici, au cimetière Montmartre, il sera présent lors de l'enterrement de Rigaud. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de monde, mais lui sera là. Mais je pense qu'il y avait une sorte de jalousie quand même, de justement ce côté désabusé, ce côté désenchanté, ce côté détaché qu'avait Rigaud, que Drieux n'avait pas. Drieux était quand même dans les... il se suicide pour des raisons politiques. Il y a un orgueil comme ça de Drieux que Rigaud n'avait pas du tout. Donc je pense qu'il y avait une fascination pour Rigaud chez Drieux. Et en même temps, il n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre le personnage. Et il est resté sur la blessant jusqu'à Adieu Gonzague. Parce qu'Adieu Gonzague, en même temps, c'est un mea culpa de la part de Drieux. C'est bouleversant d'ailleurs. Hein. Mais il ne peut pas s'empêcher quand même de descendre Rigaud dans Adieu Gonzague. Quand même, hein. Quand il dit « T'as jamais su écrire, t'as jamais su rien faire, à part mourir, c'était la plus belle chose que t'aies fait dans ta vie. » Bon. Pour une nouvelle fois, j'aspire la vie. J'avale la vie. Je sais ce que c'est que l'air dans les poumons et le sang dans les veines. Je sais ce que c'est que la santé.
Je vais bazarder mes livres, mon smoking, mes camarades et ma chasteté. Je veux faire des sports et l'amour. Je suis simple. Je suis honnête. Et je devine, mon ami, à tes côtés, une promenade fraternelle, avec dans le fond de l'œil quelque chose d'un peu troublé. Je m'en vais. Reste avec nous, il faut que tu me parles. Je reviendrai. Maintenant, il faut absolument que je parte. Sans rien dire. Assez d'humiliation. Mais tu reviens? Tu as de l'argent au moins? J'en ai plein les poches. Viens déjeuner demain. Nous parlerons. Au revoir, Alain. Nous vous aimons bien. Adieu, Solange. Adieu, Cyril. N'oublie pas, Alain. Déjeuner demain. C'est vrai que toute son œuvre tourne autour du suicide. Ça, c'est très complexe parce que, d'après certains témoins, il jouait avec l'idée du suicide. C'était quelque chose, et il s'en amusait, et il amusait à faire peur les dadaïstes avec ça. Et parce qu'on sentait qu'il avait une sorte de détermination. Il y avait beaucoup d'humour aussi. Quand il crée l'Agence générale du suicide, il y a de l'humour aussi, c'est un humour noir. Mais... Donc en même temps c'est un détachement, et en même temps de l'humour et une détermination. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui. On ne sait jamais s'il va le faire ou s'il ne va pas le faire. Donc, personne ne croyait en fait qu'il allait le faire. Même Oui. Drieux, il le dit, qu'il a été surpris par son suicide. 1929, bon, c'est une année charnière, on va dire. Il y a le krach financier à New York, lui-même qui revient à New York un an auparavant, 28, qui est séparé de sa femme. Quand il rentre à Paris, il donne un grand dîner au Ritz, il veut encore jouer les flambeurs. Je crois qu'il a même un coursier qui livre des fleurs à ses maîtresses. Il y a des sacs d'opium chez lui partout. Il dit servez-vous. Enfin, il mène grand train. Et alors qu'il n'a pas d'argent. Donc il jongle entre les dettes, entre les emprunts, etc. Donc, et à un moment, c'est vrai qu'une vie comme ça va s'écrouler, quoi. C'est une pyramide qui va s'écrouler. Et moi, j'ai retrouvé des lettres qu'il a envoyées à Jacques-Émile Blanche, le portraitiste de Jacques-Émile Blanche, quelques mois avant sa mort. Je crois que les dernières lettres que j'ai lues, cette date de juin 1929. Et on sent une angoisse terrible dans ces lettres. Il le dit vraiment, il parle d'une idée fixe. Donc l'idée fixe, évidemment, c'est le suicide, qui le prend au milieu de l'après-midi, à la fin de l'après-midi, quand la lumière tombe. On sent une angoisse existentielle très profonde. Et je crois qu'il dit à un moment même, oui, on aimerait que je travaille, mais aujourd'hui je n'ai pensé qu'à une chose, est-ce que je vais entendre la détonation? Donc il est mal, il est très mal. J'ai essayé de retrouver par exemple le rapport d'autopsie du suicide de Jacques Rigaud. Impossible de le trouver. J'ai consulté les archives départementales. Je n'ai rien trouvé. Et donc évidemment on fantasme sur la dépouille, surtout quand c'est un suicide par arme à feu. On se dit peut-être qu'il y a la balle encore qui est dedans. Et en fait, le témoignage le plus crédible, c'est celui de Pierre de Massot, qui lui avait donné le revolver, qui lui avait rendu son revolver, et qui a vu le cadavre et qui dit qu'il était une balle dans le cœur en fait. On a des témoignages très précis sur la façon dont il s'est suicidé, avec la fameuse règle avec laquelle il mesure l'emplacement du cœur. Il se cale les pieds contre le lit pour pas qu'il y ait un recul, pour que la balle atteigne bien le cœur. Enfin bon, tout ça était très méticuleux, avec une alaise pour ne pas faire de tâches, etc. Il s'était habillé, il était en costume cravate. Je savais bien que l'examen de conscience que j'avais fait sur nous à propos de toi, dans la valise vide, était insuffisant. Terrible insuffisance de nos cœurs et de nos esprits devant le cri,
la prière qui était la tienne. Je t'ai apporté des fleurs un soir tellement j'étais lâche. Je n'osais plus te parler, te crier ma foi dans tout ce que tu haïssais, tu vomissais, dans tout ce que tu as tué d'un coup de revolver. Bien des gens t'ont méprisé et nié. Pourquoi? C'était ta faute aussi. Tu n'avais pas de talent. Et tu avais eu le tort de parler de cela. Comme tu n'avais pas de passion, tu avais des vices. Tu jouais avec tes bouts de Dieu. Photos cocasses, coupures de journaux. Est-ce que je sais? Et puis le soir arrivait. Alors tu te droguais, tu te piquais, tu riais. Tu avais des dents pour un ricanement inoubliable, fortes et serrées et solides. Tu ricanais, et puis tu tombais mort, mais tu renaissais. Comme un feu follet. Ma plus grande trahison, ça a été de croire que tu ne te tuerais pas. On ne peut écrire que sur la mort, sur le passé. Je ne puis te comprendre que le jour où tu es fini. Je t'ai entendu ivre, gémir comme un enfant. Tu trébuchais dans ton cordon ombilical. Avec quel pâle sourire tu me disais « C'est une belle femme ?» Avec quel ricanement tu ajoutais « Je la coulerais bien sur ma paillasse ?» Je t'ai vu faire l'amour une fois. Je crois que c'est la plus grande blessure que j'ai reçue de ma vie. Une érection toute facile, parfaitement impavide, et tu éjaculais le néant. On ne peut écrire que sur la mort, sur le passé. Je ne puis te comprendre que le jour où tu es fini. J'ai vécu de toi, je me suis repu de toi, je n'ai pas fini mon repas. Il aurait fallu si peu de choses pour t'apprivoiser, pour te réenchanter. Si peu de choses? Tu n'avais à choisir qu'entre la boue et la mort. Mourir, c'est ce que tu pouvais faire de plus beau, de plus fort, de plus. Je suis bien heureux que tu te sois tué. Dans ce miroir, je vois un visage réfléchi. Qui des deux, du visage ou de moi, bougera le premier? Signez votre nom vivant au bas de ce miroir, signez au burin, pourvu que dans votre nom ne figure ni le P, ni le T, ni le C, ni le H, ni le O, ni le G, ni le A, ni le U, ni le E. N'oubliez pas que je ne me vois pas. Dans tout ce qui peut m'appréhender, me mouvoir, je ne me sens pas, je ne me trouve pas, je ne suis pas là. Une fois pour toutes, ce n'est pas mon histoire que je vous raconte, c'est seulement une histoire que j'ai retenue. Il ne se passe rien, du moins, il ne s'est jamais rien passé. Je serai un grand mort. J'aurais voulu être vous. Ça doit être assez doux. J'aurais bien aimé rester. Mais au regret, je semble voué. Pas à vous. M'en voulez-vous? M'en voulez-vous? C'était Portrait au revolver, Jacques Rigaud. Avec
Jean-Luc Bitton. Quand un feu follet s'éteint. Grégoire le Prince Ringuet lisait Les écrits de Jacques Rigaud et Daniel Darc lisait Adieu à Gonzague de Pierre Drieux-La Rochelle. Que devient-il? Est-ce la fin? Extrait du Feu follet de Louis Malle. Archivina, Anne de Lavaux. La fin, ça doit être doux. Attaché de production, Inès de Bruyne, Yaël Mandelbaum. Peut-être est-ce qu'un maître vous... Prise de son, Fabien Gosset. Mixage, Axel Brizard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Céline Terce.